Sinon, tu peux partir, hein. On y va. Ok, bon bah, C'était ça l'introduction. alors j'y vais. Bonsoir. Allez, c'est parti. Ce soir, on va parler du collège de demain dans le cadre des départementales. Donc le but, ça va être d'avoir des échanges autour de différentes thématiques qui ont été déjà un peu travaillées par l'équipe de campagne, mais le but, c'est justement que chacun puisse débattre, apporter des idées. Donc on est trois animateurs ce soir. Il y a Myriam et il y a aussi Jordan. Donc on va d'abord chacun un peu se présenter et ensuite vous verrez, on vous dira les thèmes, on essaiera de débattre 10-15 minutes sur chaque thème car il y en a 5. On vous donne la parole, le but c'est d'essayer de ne pas se couper entre nous. On peut lever la main dans réaction en bas pour ceux qui sont sur Zoom ou alors écrire des questions qu'on peut poser dans le chat. Donc, on est aussi sur Facebook. S'il y a des questions sur Facebook, vous pouvez demander dans le commentaire et on y répondra soit pendant ce live, soit plus tard, ultérieurement à celui-ci. Pour me présenter, moi, je suis Sigismond Boeuf, je suis de Chartres et j'ai 17 ans, je suis au lycée. Donc, le collège, pour moi, c'était il y a 3 ans. Je te laisse, Myriam, te présenter. Alors, bonsoir, moi, c'est Myriam Rabiou. Donc, comme Sigismond, je suis au lycée en terminale à Chartres. Et ex-membre du conseil régional de la jeunesse. Et voilà. Jordan, je te laisse la parole. Jordan, t'es mute. Pardon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous devez mieux m'entendre comme ça. Donc, Jordan, je suis enseignant dans un lycée à Dreux. Et donc, je suis enseignant de sciences économiques et sociales. Voilà. Donc, on va peut-être laisser la parole à ceux qui ont préparé la réunion pour présenter un peu le diapo. Très bien, ok. Donc, bonsoir. Donc, donc en fait, on va présenter la diapo avec Dominique Chanfreau et moi-même. Donc, moi, c'est Mohamed Bougafer. Je suis dans l'éducation nationale. Je suis acteur aussi engagé pour l'écologie depuis toujours. Voilà. Donc, en fait, je suis candidat pour les élections départementales à venir. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise un petit peu ce débat autour du collège de demain. Je te laisse te présenter, Dominique. Oui, moi je suis Dominique Chanfreau, comme tu viens de le dire, et je suis candidate pour le canton d'Épernon. Voilà. Merci à vous tous. Là. Alors, on va essayer de partager le PowerPoint. Alors, partager. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Tout le monde voit Oui. Bon, alors, imaginons le collège de demain. C'est la problématique qui a été choisie pour ce live. Ouais. Ça fait visio. Je sais que tu es dans mais franchement, c'est une des meilleures défenses que j'ai eues depuis longtemps. Ouais. C'est Clément Cousin qui parle. Ah, t'es au vocal? Oui, pardon, je crois que j'ai coupé le micro. Ok. Pardon, donc voilà. Donc, imaginons le collège de demain. Donc, c'est la problématique que nous avons choisie pour ce live. Est-ce que tu peux mettre en diaporama, excuse-moi, Mohamed? Ah oui, pardon. Si ça ne te dérange pas. Merci. Oui, je vais le mettre en diapo. Voilà, donc nous avons choisi la problématique d'imaginons le collège de demain. En 20 ans, vous savez que le rôle des collectivités locales en matière d'éducation s'est considérablement modifié, dépassant largement leurs attributions initiales de bâtisseurs, de gestionnaires, soucieux de bon fonctionnement des établissements et écoles qui leur sont confiés. Donc, voilà un petit peu. Donc, il y a eu, notamment dans les années 80, les communes s'occupaient de l'implantation, de la construction des équipements, fonctionnement et entretien des écoles maternelles. Le département s'occupait essentiellement des collèges et la région des travaux dans les lycées. Entre 2002 et 2004, il y a eu le transfert des personnels ATOS, donc désormais il relève des collectivités gestionnaires. La sectorisation des collèges est transférée aux conseils départementaux. La carte des formations professionnelles est copilotée par l'État et les régions
Et dans chaque collectivité, la prise en charge donc, de secteurs éducatifs relève à la fois des élus qui prennent des décisions dans les conseils et des services dédiés et assurent la gestion et l'exécution de ces décisions. Voilà. La nouvelle loi sur les collectivités doivent faire les choix très stratégiques dans un contexte financier peu favorable et mettre en avant la nécessité d'un important travail de réflexion partagé entre tous les acteurs de la réussite scolaire, à la fois pour déterminer les priorités d'une politique éducative locale et pour bénéficier de l'expérience et des succès enregistrés dans d'autres territoires. Quelle place pour le collège de demain dans cette loi? Quelle place pour les acteurs éducatifs? Comment les faire travailler ensemble? Comment faire du collège de demain un vrai lieu de vie? Et comment créer une égalité éducative dans les territoires, accès à la culture, aux équipements sportifs et culturels? Comment développer le capital culturel, sportif de tous les jeunes et artistique? Et quelle valeur ajoutée des collectivités? Et là, on va évoquer les alliances éducatives. Dominique, si tu veux continuer, on se partage un peu le rôle. C'est après que j'interviens, moi. D'accord, très bien, ok. Alors, les alliances éducatives, donc le climat scolaire en question. Le climat scolaire, vous savez, sur cette rosace, nous avons des facteurs ou des acteurs qui agissent. Donc, il y a les pratiques partenariales, la stratégie d'équipe, la pédagogie et la coopération, le plan de prévention des violences et du harcèlement, la coéducation, le cadre de vie, donc le cadre et règles, justice scolaire notamment, la qualité de vie dans les établissements. Et améliorer les climats scolaires, ça c'est la problématique, ça passe par l'amélioration du bien-être des élèves et des personnels, diminuer les inégalités scolaires, diminuer l'absentéisme et les violences et le harcèlement. On arrive donc à améliorer les résultats scolaires. Les leviers, c'est les relations positives entre tous, valorisation de la diversité, la collaboration, l'entraide, l'enseignement et l'apprentissage, la sécurité, qu'il soit physique ou émotionnelle, l'environnement physique, le sentiment d'appartenance. Deux propositions, c'est là qu'intervient Dominique. Parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Dominique? Oui, je suis là, oui. Donc, favoriser un vrai aménagement des espaces, parce que c'est bien là le nerf de la guerre, c'est qu'il faut absolument privilégier de l'espace. On n'a pas assez d'espace, pour dialoguer. Donc, favoriser une restauration scolaire en face avec la réalité locale, bien sûr améliorer le climat scolaire, la cohabitation, la coéducation, c'est un lapsus de ma part, mais je pense que c'est la cohabitation avec tout le personnel, parce que le collège, ce n'est pas seulement les élèves, ce n'est pas seulement les enseignants, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Je pense notamment au personnel Athos, mais je pense à tous les partenaires qui sont essentiels pour faire régner un bon climat scolaire. Donc, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être relié à la communauté scolaire, etc. L'engagement, c'est cher à nos cœurs. Développer le capital culturel et artistique, ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Enfin, je l'espère, parce que ça, c'est très cher à mon cœur. Accompagner chaque jeune dans la préparation de son projet, bien sûr. Donc, après j'arrête de partager l'écran. Voilà. À vous la main, les jeunes, on a fait vite. J'espère qu'on n'a pas été trop rébarbatif parce que c'est. Non, ça a été même assez cadré. Comment on fait pour lever la main là-dedans? Comme ça, vas-y. Non, je crois qu'il y a un truc en bas. Il y a un truc en bas pour dire qu'il lève la main. C'est dans réaction, c'est ça? Ah oui. Oh là là. Lever la main. Ah oui. Oh, super. Ouais. Je voudrais savoir la coéducation, qu'est-ce que vous entendez par là? La coéducation, c'est avec les parents? Alors, je vais répondre. La coéducation, en fait, ça concerne tous les acteurs qui interviennent autour de l'enfant.
L'idée, c'est d'essayer de créer alors retenez bien les 5 C, une cohérence, une complémentarité, une continuité, une communication et une confiance entre tous les acteurs. Ce sont les ingrédients qui vont nous aider à mieux accompagner nos jeunes. Donc, quand on parle de coéducation… je peux Ah oui, je sais qu'il y a du boulot. Je pense que ce que tu voulais aussi souligner, c'est tout le personnel et toutes les associations qu'il y a autour de l'accompagnement de l'éducation, la PMI, la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, etc. C'est aussi très important de pouvoir travailler avec tous ces partenaires-là, créer un espace avec ces partenaires-là. Là, il y a quelqu'un. Ouais, je peux aussi. Ça va? On s'est entendu? Ouais, c'est bon. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Est-ce que ça répond à ta question, Hélène? Oui. Par rapport à l'espace aussi, je peux poser une question. Dominique, quand tu as parlé d'espace, tu as parlé surtout d'espace d'échange et de communication, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Parce que moi, j'avais pris ça au pied de la lettre, l'espace, c'est-à-dire l'espace vital. Parce que je pense que parfois, on manque aussi d'espace vital. Ça va de pair. Malheureusement, il faut créer un espace. Quand on est comme des poulets en batterie dans une classe, ça finit pas bien en général. Oui, on a besoin d'espace vital aussi, pas seulement d'espace de dialogue et d'échange. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je pensais davantage à l'espace en dehors de la classe parce que, j'ai le sentiment, mais peut-être que c'est pas juste, hein, moi, je parle que de moi, hein, que dans la classe, c'est pas mon lieu d'intervention. Je parlerai plus de ce qui se passe à côté de la classe, c'est-à-dire le collège en tant qu'espace lui-même. Mais c'est aussi un espace mental, c'est-à-dire pouvoir créer l'espace pour que les gens puissent se parler. D'accord. Moi, j'imagine le collège de demain, c'est un collège où, par exemple, à la cantine, ils ont la possibilité d'écrire sur des murs, sur des… Voilà. C'est vraiment, c'est ça. Non, mais c'est important. Moi, j'ai visité un endroit où c'est possible. Il y a un endroit où c'est possible. C'est des tableaux, en fait. Des tableaux, on est en train de manger, on peut faire des réunions, on peut faire ses devoirs. Il faut aussi faire en sorte que les jeunes s'approprient les espaces. Voilà. Quand ils s'approprient les espaces, ils les respectent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pardon. Non, mais allez-y. C'est surtout des espaces de dialogue qu'on veut créer. Hein. Absolument préserver les espaces de dialogue. Et je pense que ça peut être de la compétence, effectivement, du département. Je crois qu'il y a Estelle qui levait la main. Oui, merci. En fait, cette question d'espace, ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissiez la situation d'Hélène Boucher, qui est un lycée, qui est un collège d'à peu près 1000, enfin quasiment à 1000 élèves, mais avec une toute petite cour. Et effectivement, les tensions montent très vite. Bon, déjà, quand on est 6e, on arrive de l'élémentaire, on a besoin de courir partout. Donc ça, c'est pas possible. Jouer au ballon, non, c'est pas possible. Jouer à quelque chose, c'est pas possible. Donc on est en 5e, on a un peu moins envie de jouer, mais on a besoin de se défouler aussi un peu de temps en temps. 4e, 3e, c'est pareil. Même si on traîne un peu plus les pieds quand on arrive sur la 4e, 3e. Mais franchement, ça a été, cette notion d'espace, alors là, du coup, géographique, me paraît absolument indispensable. Mais quel espace? Est-ce que c'est un espace que minéral? Est-ce que c'est un espace qui est réservé aussi que pour faire du ballon, ce qui n'intègre pas tout le monde? Quels sont les espaces? Et oui, je pense que ces questions d'espace sont absolument essentielles pour le bien-être. C'est quand même 7 heures par jour, non? C'est combien un collège? 6 ou 7 heures? Au total, peut-être avec le repas. Non, 6 heures en moyenne. Myriam, non, avec le repas, ça fait plus. Hein. Avec le repas, on arrive facilement à 8 heures.
Oui, 8 heures par jour au collège. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même pas rien. Quand on parle de ces espaces et comme un lieu à vivre, hein, ça me paraît indispensable. La classe, oui, elle est théoriquement assez aménagée. On peut le penser comme ça. Mais les espaces extérieurs, eux, ne le sont pas plus que ça, on va dire. Il y a une cour, voilà. Après, est-ce que c'est possible d'occuper ces espaces en dehors de la grille scolaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'occuper ces espaces, par exemple, le mercredi après-midi, par exemple, pendant les vacances scolaires? Et le soir aussi, le soir. Alors, ça peut poser des problèmes de ramassage scolaire. Quand tu dis ça, tu dis, c'est-à-dire pour la vie autour du collège, la vie citoyenne, ou pour les élèves? Pour la vie citoyenne. Pour la vie Parce que citoyenne. bien l'enjeu, c'est bien de faire de nos collégiens des citoyens. C'est ça quand même notre objectif. Rien n'empêche un établissement scolaire de mettre à disposition des acteurs, partenaires, l'espace au-delà des heures des cours. Et il suffit juste d'avoir une convention et on fait passer les choses par le conseil d'administration. Le conseil d'administration qui où siègent les parents, les élèves, les enseignants et le personnel, les autres personnels. Donc, je pense que c'est comment donner la place aux parents, comment donner la place, moi je pense que je poserais la problématique dans ce sens, quelle place pour les parents, quelle place pour les élèves, les jeunes, et quelle place pour les acteurs extérieurs, et dans quel cadre, voilà. Peut-être Hélène voulait prendre la parole. Non, mais je voulais juste, oui, c'est par rapport au côté matériel là d'occuper les espaces. Vous êtes sûr que ça peut fonctionner comme ça en demandant l'établissement? Parce que moi, je ne connais rien au collège, hein, mais en primaire, l'établissement, il n'a rien à dire. Hein. C'est pas lui c'est pas l'école qui décide si quelqu'un peut venir en dehors des heures scolaires ou pas. Alors au collège, je ne sais pas. Hein. Au collège, c'est le conseil d'administration. Au collège, il y a un chef d'établissement, c'est lui qui donne l'autorisation, bien sûr, avec l'accord de son chef d'établissement, de son conseil d'administration. Oui, moi j'avais à témoigner là-dessus parce qu'au collège, moi j'ai passé 40 ans au collège, donc je sais ce qui se passait jadis parce que maintenant, effectivement, j'ai pris ma retraite depuis longtemps, mais à une époque, ça se faisait régulièrement. Il y avait des événements, il y avait que ce soit les parents ou les parents avec les élèves, il y avait des manifestations, il y avait des tas de choses. Moi, je sais que dans ma salle d'art plastique, on a même fait des expos. Donc, il y avait une salle à la SECPA. Périodiquement, elle était utilisée pour des animations et des choses extérieures, où tout le monde était convié. Donc, les locaux du collège, en principe, à partir du moment où ça appartient, c'est les départements qui en sont les propriétaires, les constructeurs. À partir de ce moment-là, effectivement, les possibilités, elles sont très ouvertes. Le collège, c'est un lieu ouvert, finalement. Les locaux peuvent être utilisés en dehors des horaires de cours. Dans le respect, quand même, dans le respect de la charte oui. De la laïcité de l'éducation nationale, c'est important. Oui. Mais ça s'est toujours fait. Hein. Alors, il y en a qui sont plus ou moins réticents, hein, mais en général, si la direction du collège est assez ouverte, c'est tout à fait possible. Donc, il suffit de demander, en fait. Il suffit d'avoir un projet et de demander. Voilà. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, mon fils a fait un jumelage avec l'Allemagne dans le collège de Nogent-le-Roi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend aujourd'hui. Ce soir, on t'entend. Bon, j'ai un gros rhume, alors ma voix est un peu encombrée.
Et il y a eu une soirée entre les jeunes allemands et les jeunes français. Ils ont pu organiser une soirée dansante dans le collège, et il y avait une super ambiance. Les parents, bon, ils préféraient que les jeunes préféraient que les parents ne soient pas là. Bon, ils nous ont demandé d'être à l'extérieur, donc on n'était pas très loin. Mais ils ont pu passer une super soirée. Il y a eu un échange formidable qui malheureusement a dû être avorté par la suite. L'échange n'a pas pu continuer à cause du Covid. Mais il y a eu enfin, une soirée, moi je me souviens de ce moment qui était pour les jeunes, je pense, super. C'est vrai. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si d'autres ont des remarques en restant toujours sur cette notion d'aménager les espaces. On a beaucoup parlé là de la salle de classe, peut-être aussi des propositions sur l'extérieur, les cours, etc. Et toujours, enfin, le temps que je vous laisse réfléchir et peut-être lever la main si besoin pour faire des propositions ou des remarques. Je lis la remarque de Clément qui est dans le chat, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, sur le fait aussi sur les espaces, de ne pas oublier les personnes qui sont en situation de handicap. Et donc, peut-être prévoir des aménagements nécessaires pour qu'ils puissent aussi occuper tout l'espace du collège. C'est la première fois que j'ai découvert la destination en 2018. J'aime vraiment trop bien. Donc, dans ce que je voulais dire, oui, des aménagements pour faire des cours à l'extérieur, ou même comment est-ce qu'on aménage l'extérieur, comment est-ce qu'on aménage les cours pour que les élèves s'y sentent bien, comment est-ce qu'on répartit l'espace extérieur avec, peut-être tout à l'heure on parlait des cours de récréation pour faire des jeux de ballon, etc. Mais est-ce qu'on peut pas en faire aussi des lieux pour des potagers, des lieux pour essayer d'apprendre aussi d'autres éléments? C'est là-dessus que je voulais rebondir. Les potagers, ça s'est fait. Oui, au collège de Maintenon, notamment. À Mathurin-Régnier aussi, à Chartres. Il y a Estelle aussi, je crois, qui voulait intervenir. Oui, en fait, des aménagements pour faire des cours à l'extérieur. Je dis ça aussi parce que comme il commence à faire très chaud, si on a un bel arbre, de pouvoir, je ne sais pas, dans la cour, de pouvoir faire des espaces. Voilà, aussi, pourquoi pas donner l'occasion de faire des cours à l'extérieur. Ça peut être aussi quelque chose d'assez sympathique, un peu respirant. Surtout sur l'après-Covid, par exemple, ça peut être sympa. Je crois que Dominique voulait parler, intervenir. Oui, parce que ça peut permettre aussi de faire ce partenariat avec les extérieurs. Et ça aussi, c'est important que les jeunes, les collégiens s'ouvrent aussi à l'extérieur, parce que c'est surtout avec le partenariat à l'extérieur qu'on va pouvoir offrir quelque chose, pas forcément qui rime de meilleur, quoique ça rime, mais qui soit porteur de nouveaux projets. Et donc, Cécile avait aussi une remarque. Oui. Alors, moi, je voulais dire que ça m'intéresse beaucoup, ces histoires de place, de partenariat et de faire entrer l'extérieur dans l'intérieur. Je pense qu'effectivement, enfin, moi, peut-être j'ai une expérience particulière, mais ce dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est des enfants qui sont victimes quand même dans les collèges d'exclusion, de harcèlement, de difficultés de relation avec l'environnement, avec les profs, etc. Et je trouve que l'idée de faire rentrer de l'extérieur, de donner dans un conseil d'administration et dans un projet de la place à tout le monde, élèves, parents, enseignants, et effectivement services extérieurs, ça peut aussi faire rentrer de nouvelles règles d'échange. Je me souviens que dans des familles où la violence existe, on essaie, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, on essayait toujours de savoir comment on en était arrivé là, quelles étaient les places de chacun dans cette espèce de groupe, parce que parfois il y a les dominants violents, puis il y a les victimes qui sont assignées à être victimes, hein, et dans les phénomènes de harcèlement scolaire, on voit ça. Et quelles étaient les limites, les règles et les espaces d'échange qui pouvaient se recréer.
quand on a un milieu un peu violent, c'est toujours un peu sur ces 4 étapes, ces 4 points-là qu'on travaille. Et je trouve que le collège, en permettant de l'échange, en disant qu'effectivement, ça n'est pas insupportable que des enfants courent partout dans la cour avec des ballons, etc., s'ils laissent un peu de place aux filles, parce que souvent les cours d'école avec ballon, c'est réservé aux garçons, donc c'est aussi un peu dommage. Mais si on recrée comme ça de l'échange, si on met des salles où les parents peuvent aussi exposer leurs travaux avec les enfants, et si on met quelques arbres aussi où chacun puisse deviser tranquillement, ça redonne une nouvelle vision et un nouvel espace de vie et d'échange au collège, comme on avait dit d'ailleurs au lycée il y a quelque temps. Voilà. Peut-être une dernière remarque sur le sujet. Hélène avait levé la main et après on passera du coup au deuxième item. Il manque le micro. Voilà. C'est bon là. Bon, j'entends beaucoup de choses sur les échanges avec l'extérieur, sauf que encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec une oreille qui traînait sur France Inter, j'ai entendu parler de sanctuariser l'école. Sanctuariser l'école, ça veut dire au contraire la renfermer. Et voilà, comment on fait pour… Alors, comment on fait dans ce contexte où on nous parle beaucoup de sanctuariser l'école, c'est-à-dire en clair de la fermer le plus possible, pour mettre en place des échanges, de l'ouverture vers l'extérieur, etc. C'est peut-être sanctuariser les places, les limites, les règles et les espaces d'échange. Je pense qu'effectivement, si on est sur ces quatre aspects-là et qu'effectivement, d'une certaine manière, on les sanctuarise à travers des conventions, le reste suit, me semble-t-il. Parce que là, souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas des sanctuaires, c'est des châteaux forts avec des ponts-levis, des douves, etc. Parce que les gens ont peur. Hein. Mais en fait, si on sanctuarise les règles, peut-être que tout le monde aura moins peur les uns des autres et la violence surgira moins. Enfin, c'est en tout cas ce que je rêve, moi, pour le collège de demain. Mais en fait, fermer l'école, Hélène, si je peux rajouter, c'est contradictoire avec l'école de la confiance. L'école de la confiance, on va l'instaurer entre les acteurs quand l'école est ouverte vers son milieu, vers son environnement. Quand les parents ils peuvent rentrer, quand les acteurs ils peuvent rentrer, bien sûr, pas n'importe comment, il y a des cadres, il y a un cadre à respecter. Et donc, sanctuariser, c'est vraiment que chacun, comme disait Cécile, chacun reste à sa place et d'où la notion de complémentarité. C'est-à-dire on se complète. Les parents ne peuvent pas le faire tout seuls, ils ont besoin de l'école, ils ont besoin des acteurs éducatifs, mais ensemble, on peut faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais prendre le relais. On va passer à la deuxième proposition qui est favoriser une restauration scolaire en phase avec la réalité locale. Donc, on peut parler des débats sans viande ou sans porc et aussi comment injecter, entre guillemets, des acteurs locaux dans les cantines scolaires. Si vous avez des idées, des contacts. Moi, je vois quelqu'un dans l'Assemblée qui a déjà des expériences en la matière, mais bon, il s'appelle Marc. Mais... Marc, oui, il est là, Marc. Ouais, bonjour, je vous ai rejoint tard parce que je n'avais pas vu que c'était 20h et pas 20h30, donc j'étais resté sur 20h30. Voilà, on t'a tendu la perche, Marc. Ouais, merci Estelle. Donc, dans une autre vie que la vie politique, je suis directeur de la Ligue de l'enseignement et on est amené à travailler avec les établissements scolaires de façon importante. Et entre autres, nous avons mené pour la région Centre un projet autour du gaspillage alimentaire pour les lycées. Là, c'était au niveau lycée, avec toute une approche intéressante, vu que c'était des jeunes volontaires en service civique qui étaient dans un premier temps recrutés et qui après, par binôme, faisaient des interventions auprès des jeunes lycéens pour mener des projets autour de cette question du gaspillage alimentaire. Donc, et des actions d'affichage et des questionnaires et un certain nombre d'actions très pratiques du style calibrer un petit peu ce qu'on mange, régler le problème du pain qui est souvent un problème très important dans les établissements scolaires. Parce qu'on a tendance, par exemple,
lycée, sur certains établissements, quand il y a 1500 élèves qui mangent, le pain il est à l'entrée du self et donc on a tendance à avoir peur d'en manquer, donc on prend 5 morceaux et au final on n'en mange qu'un. Ce qui fait qu'on gaspille beaucoup de pain, c'est un exemple comme un autre. Donc après, on travaillait avec les équipes des restaurations scolaires pour essayer d'améliorer la qualité des repas, la manière de servir. Pareil, dans les selfs où les assiettes sont déjà toutes prêtes, ça amène automatiquement du gaspillage. Voilà, donc la question du gaspillage alimentaire, je sais quand même qu'au niveau des collèges, il y a eu tout un travail de fait auprès de certains collèges pour avancer sur ces questions-là. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Et après, par rapport à ce que Myriam lançait, c'est vrai qu'il y a aussi toute une culture un petit peu à changer, la manière dont on prend les repas, ce qu'on peut manger, est-ce qu'il faut absolument de la viande, il n'en faut pas, est-ce qu'on a plusieurs choix de repas ou pas. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions un petit peu fondamentales, mais qui va tout à fait avec l'obligation, c'est le travail avec les restaurants, les cuisiniers et leur équipe, quoi, sur la manière de servir. Tout à fait. Et je sais que pour en revenir au pain, je sais qu'à Hélène Boucher, c'est un collège à Chartres, il y avait un sac qui était réservé exclusivement au pain. Et à chaque fois, ils voyaient la progression de gaspillage, etc. Et je sais que ça a beaucoup diminué le gaspillage de pain. Donc simplement mettre les élèves devant le fait accompli, ça peut aider. Dominique, je sais que tu levais la main. Oui, tout ça ne fait que redire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment, et moi je crois beaucoup, entretenir un dialogue, un vrai dialogue, mais avec tous les acteurs de l'éducation et aussi de l'extérieur. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre quelques tensions qui peuvent exister dans les cantines. Voilà, en gros. Alors, je suis arrivé un petit peu sur le sujet que vous traitiez avant, un petit peu de la place sûrement des acteurs dans le collège. Le gros problème sur ce département, c'est que le conseil départemental permet objectivement au collège de pouvoir faire intervenir des partenaires extérieurs en montant des projets. La problématique rencontrée, c'est que c'est très cadenassé et pour le faire régulièrement avec la Ligue beaucoup sur le climat scolaire parce que c'est terrible ce qui peut se passer dans les collèges en termes de climat scolaire. Et nous, la Ligue, on intervient beaucoup sur un projet qui s'appelle la médiation par les pairs, c'est-à-dire essayer d'apprendre aux jeunes de régler les problèmes par eux-mêmes avant d'attendre que les adultes interviennent toujours. Et il faut savoir qu'on le fait essentiellement dans des collèges plutôt ruraux, ou en tous les cas de campagne, on va dire. Et l'autre problème, c'est que moi, j'essaye de mener un débat avec le conseil départemental pour leur dire vous puissiez demander à vos établissements de monter des projets à 800 € en ayant des acteurs extérieurs pour accompagner vos démarches au sein du collège, c'est intéressant, mais il faudrait que nous, ce qu'on a constaté, c'est que tous les collèges où on aurait vraiment une raison d'y être, parce que là, il y avait des vrais problèmes de climat scolaire, il y a des vrais problèmes entre l'égalité filles-garçons, etc. Ces collèges-là, ils sont tellement pris par leur quotidien, les soucis à régler, les problèmes de conflit, le manque de personnel, le manque de compétences, qu'à un certain moment, ils ne sont pas en capacité d'aller à la rencontre des autres acteurs pour les faire participer, pour monter un projet, pour le rendre en temps et en heure, etc., au conseil départemental. Donc, voilà, si on avait la chance d'avoir des représentants, et moi j'y crois, au niveau du conseil départemental, c'est un débat à porter, à avoir, c'est à un certain moment, comment on peut, sur le service éducatif, du conseil départemental, se dire on peut être en veille de situation, de thématique, gaspillage alimentaire en est un, le côté du climat scolaire en est un, et comment on fait pour un certain moment accompagner les établissements qui ont vraiment besoin de travailler là-dessus, où il y a un petit diagnostic fait par l'établissement, mais que l'établissement ne soit pas toujours, lui, obligé d'être celui qui soit en capacité de réagir, parce qu'il n'est pas toujours en capacité de réagir. Donc effectivement, il va falloir demander la parole. Je disais, il va falloir s'adapter à chaque établissement et chaque contexte géographique. Bernard ?
Je crois que tu levais la main, le Bouille Bernard. Il n'a pas mis son micro. Bernard, il a levé la main, mais il n'a pas mis son micro. Il faut réactiver le micro ou baisser la main. C'est bon là? Oui, c'est bon. Il a activé le micro là? Ouais. Alors oui, bien. je disais, Bernard Lebouche, j'étais donc assistant social toute ma vie, de professionnel. J'ai passé 20 ans à Mainvilliers, donc je salue là ce soir ceux qui sont de Mainvilliers. J'en connais certains d'ailleurs. Et puis, je voulais dire par rapport au collège, moi, il me semble que on a parlé de la responsabilité du département quant aux professionnels, et je pensais surtout au service social auprès des élèves, qui n'est pas pourvu partout, parce qu'il y a je pense qu'il n'y a pas des postes qui existent partout, même surtout, je pense, en milieu plutôt rural. Et moi, je serais plutôt pour avoir un pool, un peu de soutien des parents, c'est-à-dire que dans le cadre du collège, moi, je verrais bien un éducateur, je verrais bien un psychologue et je verrais bien un service social auprès des élèves qui pourrait effectivement écouter les enfants, mais aussi les parents, et avoir alimenté tout un dialogue auprès des parents et des enfants. Voilà ce que je voulais dire. Parce que je pense que c'est une forme de prévention au niveau de problèmes éducatifs qui peuvent être rencontrés et dont on parle beaucoup à certains moments. Et je pense que ça serait bénéfique de réfléchir à ça et qu'on pourrait nous proposer quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je ne suis pas très déterminé dans ma tête, mais voilà, on pourrait en discuter, quoi. Merci. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer sur la restauration? Saint-Antoine? Stéphanie, Antoine. Je suis pas sainte, hein. Oui, je suis. J'étais au lycée Saint-Antoine. Ah bah ça doit être ça. Mais... C'est resté. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire sur le collège par rapport, moi, juste à mon expérience de maman, par rapport à mon fils qui était au collège de Nogent-le-Roi, c'est que le discours que j'entendais, qui revenait régulièrement de sa part, et je voyais d'autres enfants aussi, c'est qu'à la fin des repas, ils avaient encore faim. Et quand on a faim, on est plus facilement agressif, donc ils n'avaient pas toujours forcément suffisamment mangé, et souvent c'était pas bon. Donc je pense que une alimentation, quelque chose qui leur plaise. Donc je ne sais pas si on peut. Je crois qu'il existe déjà des petites associations dans ce collège où certains élèves se retrouvent pour préparer les menus, pour trouver des menus qui plaisent à tout le monde. Et aussi pour éviter le gaspillage, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Zero Waste France, qui est orientée vers le zéro déchet. Et voilà, le fait de bien manger, d'avoir des repas qui plaisent, de pouvoir se servir soi-même, définir soi-même la quantité qu'on a, et de aussi responsabiliser, je pense, c'est la pédagogie en amont, et montrer... voilà, faire des petits projets locaux sur quelques mois, un semestre par exemple, et voir avant et après, enfin, l'économie réalisée, ça peut responsabiliser les jeunes. Et voilà, donc en général, il y a un petit groupe moteur, et donc soit c'est le collège qui l'organise, mais souvent il y a des partenariats externes pour ce genre de choses, quoi, pour ce genre de projet. Tout à fait, ça rejoint aussi quand tu disais intégrer les élèves, ce qu'a mis Estelle Cochard dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'arrive pas à voir. Intégrer des élèves dans la commission des menus, donc c'est tout à fait intéressant, puisque s'ils ont encore faim après manger, c'est qu'il y a un problème au niveau de la restauration. Je crois qu'il y avait Aimé Bonhomme qui voulait parler. Tout à l'heure, bonjour à tout le monde. Oui, mais... J'arrive, donc je prends un peu en cours, et moi je m'interrogeais parce que tout à l'heure on parlait des espaces, on parle des repas, et je me demandais est-ce que ce ne serait pas bien d'interroger les jeunes eux-mêmes sur comment eux ils imaginent le collège demain, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, enfin voilà.
ces questions parce que c'est les principaux concernés. Ils le vivent aujourd'hui et je pense que là aussi, c'est une démarche citoyenne de se dire après nous, il y en aura d'autres et c'est bien d'essayer d'améliorer le présent pour demain, quoi. Donc voilà, c'est une suggestion. Tout à fait, ça rejoint ce que disaient Stéphanie et Estelle, c'est d'intégrer les élèves parce qu'on parle de former de futurs citoyens. Ce serait pas mal de les intégrer dans les décisions qui sont prises, surtout quand elles les concernent. Oui, alors, Myriam, si je peux rajouter quelque chose, à l'intérieur de chaque établissement scolaire, il y a ce qu'on appelle le conseil de vie des collégiens. Donc, les élèves, ils siègent, donc c'est par ce biais-là qu'ils intègrent la commission menu, ils intègrent des différents groupes, notamment sur le développement durable, sur l'aménagement. C'est le CVC qui propulse des idées, bien sûr, après qu'ils seront votés au conseil d'administration, parce que c'est important, il faut passer toujours par le conseil d'administration. Et ce sont les élèves qui choisissent leurs camarades pour siéger au CVC. D'accord. Dans le cadre d'une démocratie interne. Oui. Et donc là, moi je pense aussi, puisqu'on parle de la cantine, et il faut proposer du local et de végétarien, pourquoi pas pour ceux qui peuvent, et de local, donc de local, de bio et de saison, pour qu'ils voient un petit peu, on rapproche un peu, l'école de la nature. Voilà, pour dire, voilà, ces pommes de terre-là, ils viennent de tel maraîcher bio. Voilà, c'est important. Ah, et peut-être, pardon, peut-être organiser des rencontres avec les producteurs, ça pourrait être intéressant, non? Oui, bien sûr. Avec les producteurs locaux, ça pourrait être faire de la dégustation ou je sais pas, faire une journée comme ça pour découvrir. Tout à fait. Marc? Moi, je voulais vous dire que deux choses. C'est que je rejoins ce que vient de dire Mohamed, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les collèges, les jeunes peuvent s'investir facilement dans différents rôles. Il y a des conseillers développement durable, il y a ceux qui participent aux commissions menu, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce département a un conseil départemental des jeunes, qui est une vraie richesse, avec des jeunes qui sont souvent très engagés, qui ont envie de faire plein de choses, mais qui malheureusement sont bridés par les désirs un peu mégalos des élus actuels et de son président, vu que pour la Ligue, on accompagne ce conseil départemental des jeunes. C'est quand même, il y a des jeunes de tous les collèges quasiment du département, ça représente quand même 80 jeunes, et quand on nous a fait appel, on nous avait fait appel parce que ces jeunes n'avaient pas tout à fait l'aura qu'ils devaient avoir au sein de chaque collège, au sein de leur collège, en expliquant un peu les projets qu'ils menaient, sachant que c'était des projets vraiment ambitieux. Il y a des projets autour du développement durable, il y avait des projets autour de l'amélioration du cadre de vie dans les établissements, etc. Et tout ça, ça a été un peu abandonné parce que ça a laissé place à, par exemple, le président du département les a envoyés en mission pour aller se faire prendre en photo avec les maires de leur ville ou de leur village pour mettre en avant le téléphone portable et je ne sais pas si c'est la 3G, la 4G, la 5G, enfin, je ne sais plus trop où on en est, mais en tous les cas, sur ce genre de choses. Donc, le but du jeu, c'était que si vous regardez dans les Auréliens, etc., c'est-à-dire les publications, ils se servaient des jeunes pour de la communication interne liés à l'action des élus et plus dans leur rôle de jeunes élus qui vont porter des projets et vont retourner vers leur collège pour être des vrais acteurs, des vraies personnes à l'écoute et ramener après des projets au sein du conseil départemental pour que les adultes prennent le relais et qu'il se passe des choses. Donc, sachez quand même qu'il existe des outils, mais qu'à côté de ça, aujourd'hui, ils sont très, très mal utilisés et que la parole des jeunes au collège, moi qui interviens et au collège et en lycée, je peux vous dire qu'il faut mieux intervenir 1000 fois
dans un collège parce que vous avez de la réactivité et c'est quand même un âge globalement, à part les troisièmes, mais c'est quand même un âge où ils sont très demandeurs et sont prêts à s'investir dans de beaux projets, dans de belles causes. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment on le transforme, cette énergie. Alors, on va reparler du conseil départemental juste après. On va écouter Estelle Cochard et après, je vais passer le relais à Sigismond. Oui, en fait, en entendant tout ça, je me disais que c'est finalement développer davantage la démocratie dans le collège, la participation des élèves dans les instances qui sont déjà existantes, mais peut-être au-delà quand on le peut, ça peut être tout à fait intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressant aussi la question sur rencontrer par exemple des producteurs. Bah oui, c'est vrai que là, ça peut être un bon challenge pour des élèves, de les rencontrer, de voir à quoi ça ressemble un producteur, qui est celui qui va produire les pommes de terre par exemple. Donc, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Par contre, effectivement, c'est catastrophique si on fait de la démocratie juste pour en faire comme ça et ne pas tenir compte des avis voilà, qui sont pris. Bien sûr que ça se débat, bien sûr que tout ne peut pas se mettre en œuvre, bien sûr que, mais à la fois, on serait aussi totalement contre-productif et je pense que c'est ce qui se passe au pour les jeunes du conseil départemental, hein, au conseil, oui, le conseil des jeunes, voilà, du département, de ne pas tenir compte. Je sais qu'en région, mais ça c'est plus vous deux, Myriam et Sigismond, qui pourriez en parler, ça existe. Je pense que l'idée étant d'aller toujours plus loin en la matière, et vous y avez beaucoup travaillé, vous, ceux du Conseil régional des jeunes, et je pense que là aussi les jeunes sont en capacité eux-mêmes aussi de faire leurs propositions, mais voilà, il faut les accompagner à organiser aussi, à organiser tout ça. Alors, Et juste, pardon, et là, Marc, quand je parlais de Marc tout à l'heure, la partie éducation populaire me paraît vraiment intéressante parce qu'on attend des profs aujourd'hui qui sachent tout faire, qui sachent aussi gérer les conflits, qui sachent. On a eu des situations y compris extrêmement dramatiques qui se sont passées quand même là dernièrement en collège, qui ont touché les collèges. Et à aucun. Enfin, il y a des acteurs sur le terrain qui, eux, sont formés à ça, que sont ceux de l'éducation populaire, par définition, à agir sur quand ça va bien aussi pour développer des projets, mais aussi pour intervenir quand ça va moins bien, pour essayer de commencer à en parler. Ça rejoint ce que proposait Bernard aussi tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut de temps en temps, oui, il y a besoin de libérer un peu la parole ou d'amener, de mettre les mots sur ce qui a pu se passer. Et ça ne peut pas incomber que, à mon avis, qu'aux profs. Ils ont déjà une mission très, très importante et déjà bien chargée. Excuse-moi, Sigismond. pas de souci. C'est très bien, ça a fait la transition naturellement vers le prochain sujet qui est justement améliorer le climat scolaire avec l'aspect coéducation, sentiment d'appartenance, sentiment d'être relié à la communauté scolaire, engagement. Et pour information, je ne l'ai pas dit non plus, je suis ancien conseiller départemental jeune en troisième. Et la fameuse campagne pour la 4G, c'était mon année qu'ils ont commencé le projet. Et c'est vrai que ça ne répondait pas forcément aux espérances que j'avais du conseil départemental, même s'il y avait des débats et une dynamique énorme dans ce conseil départemental. Il y a vraiment quelque chose à faire et je trouve que pour les prochains élus, il y a matière à vraiment créer une instance utile à qui on peut vraiment poser des questions et qui répondra avec une franchise assez intéressante. Voilà, du coup, si vous avez des interventions à faire sur tout cet aspect climat scolaire et sentiment d'appartenance, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un va intervenir? Oui, Aimé. Je remets le micro, c'est mieux avec. Oui, je voulais savoir, est-ce que
il y a par exemple des conventions qui sont passées avec la maison des ados, par exemple, pour qu'elle intervienne au collège. Tout à l'heure, on parlait de médiation, de prévention. Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà ou pas? C'est quoi la maison des ados? La maison des ados, alors elle est installée sur Dreux, sur Eure-et-Loir, mais je crois qu'il y a d'autres villes. Et c'est quoi? C'est des villes? Il doit y en avoir du côté de Nogent, le Retrou, enfin voilà, il y en a plusieurs. Et ils font de la prévention, alors pour on va dire, les comportements à risque, que ce soit sur un plan alimentaire, sur un plan sexuel, sur les conduites d'addiction, enfin voilà. Globalement, ils accompagnent les jeunes qui sont demandeurs, et je sais qu'ils étaient intervenus au lycée de Dreux, voilà. Mais je ne sais pas s'ils vont dans les collèges, et je trouverais ça plutôt intéressant. Alors, je peux peut-être me permettre de répondre. C'est-à-dire qu'au sein de chaque collège, il y a ce qu'on appelle le CESC, le Conseil de l'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui regroupe dans cette instance, bien sûr, la direction, la CPE, des enseignants, des parents d'élèves. Pas d'élèves par contre, des parents d'élèves et les partenaires de l'école. Donc ça dépend après. Donc on retrouve souvent dans ces commissions les partenaires locaux. Voilà, les espaces jeunes, là, par exemple sur Dreux, vous allez facilement retrouver des structures comme le CICAT. Vous pouvez avoir plusieurs structures. Vous avez des associations d'éducation populaire. Et dans ces instances-là, le collège a un petit budget qui lui permet de développer des actions, comme je vous ai dit tout à l'heure, en gros des actions à 800 €, où ils peuvent faire appel à des partenaires extérieurs pour accompagner les dynamiques qu'il y a au sein des établissements. Et donc, ils choisissent des thématiques et chaque année, ils ont 2-3 thématiques qu'ils mettent en avant selon les besoins. Eux, ils repèrent sur leur collège et ils essayent de développer par cette instance-là un certain nombre de projets. C'est comme ça que voilà, on peut retrouver, ça peut aller jusqu'aux pompiers qui viennent, jusqu'à la gendarmerie qui vient pour la prévention routière, etc. etc. Le truc, c'est que ça se joue avec un petit budget et finalement une vraie volonté de l'établissement de développer des choses. Et très souvent, dans les établissements, ils sont arrêtés à un projet par thématique, enfin un projet par niveau de classe et en choisissant une thématique. Donc voilà, ils vont être sur la citoyenneté en 6e, ils vont être sur la santé en 5e, etc., etc. Et ils augmentent comme ça pour avoir différents partenaires extérieurs. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement actuellement au niveau des collèges. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu réducteur pour les collèges parce qu'il y a des collèges où largement ça suffit et d'autres collèges, il y a des problématiques prégnants importants et ça mériterait une attention particulière, mais finalement, ils sont coincés un peu dans cette dynamique imposée et budgétairement et par l'institution, qui est le conseil départemental. Tout à fait, toujours l'argent, le nerf de la guerre. Je vais laisser la parole à Dominique qui l'a la main. Oui, donc Marc, ça vient d'où cet argent justement? Du conseil départemental, c'est une enveloppe fléchée du conseil départemental. Alors, il y a peut-être 3-4 sous de l'institution éducation nationale, mais pas tant que ça. Hein. Malheureusement, dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, l'éducation nationale enlève des moyens, entre autres sur tout ce que Bernard Lebouille, et ça me permet de le saluer parce qu'on a vogué ensemble sur Mavilliers il y a très longtemps maintenant, mais ça ne se dit pas. Ça fait
trop longtemps. Et donc, par exemple, sur le collège Mainvilliers, sur les derniers conseils d'administration que j'ai fait, en gros, l'éducation nationale retirait des heures au niveau des volumes d'heures de profs possibles qui travaillaient plus sur des actions spécifiques d'accompagnement, je ne sais pas, par exemple sur des voyages autour de Verdun pour le côté mémoire et histoire et donc citoyenneté, etc. Ce qui faisait qu'à un certain moment, comme il y avait beaucoup moins de moyens donnés par l'éducation nationale, les établissements, quand ils s'entendent bien avec les communes et qu'il y a une dynamique sur les communes pour soutenir, il y a une petite aide supplémentaire des communes. Quand il n'y en a pas, ça va réduire à pas beaucoup d'actions que souvent les enseignants aiment développer parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, globalement, ils ont besoin aussi de l'extérieur pour pouvoir faire passer des messages. Alors justement, Marc, effectivement, il s'agit donc bien de créer un cadre fort de dialogue pour faire des conventions. Mais le problème, c'est comme tu viens de le dire, c'est toujours à l'échelle de la commune. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se tourner vers les communautés de communes ? Tout à fait, sachant que les collèges aujourd'hui, il y a quand même très très peu de collèges. Alors, il y a dans les grandes villes, mais il y a très peu de collèges qui sont des collèges que de secteur d'une ville. Aujourd'hui, vous prenez, moi j'ai intervenu dernièrement sur Courville. Courville, je crois que c'est au total 32 villes et villages qui sont représentés dans le collège, avec 15 bus pour déposer les enfants et les récupérer. C'est énorme, c'est-à-dire que là, on est sur un brassage tellement important et sur une dimension de collège, vu que c'est l'un des plus grands du département, qui fait que vient se poser d'autres problématiques. C'est-à-dire que la vie au collège est compliquée, l'engagement au collège des élèves est compliqué parce qu'ils sont pris entre les heures de cours et les ramassages scolaires et le fait qu'ils vont passer 2h30 dans des transports pour celui qui habite au village qui est le plus loin, quoi. Voilà. Bien. Du coup, on va laisser la parole à Michel, qui a trouvé la main. Yes, ça y est, j'ai trouvé la main. Oui, moi, je voulais… on était sur le climat social. Est-ce que c'était ça le sujet, enfin la thématique là? Moi, Oui, ça rentre dedans. Ce qui m'a interpellée, c'était de savoir justement de quelle manière on pouvait former, donc c'est pas former, c'est amener les enfants à une forme de communication non violente qui leur permette justement de trouver une autre façon d'interagir avec les autres pour pas être dans la violence, enfin dans la manière, avec les mots qu'on emploie en fonction de ce qu'on dit, chacun comprend ce qu'il veut avec justement son bagage. Il y avait ça parce que c'est vrai que la plupart du temps en fait on a du mal à savoir comment l'autre il nous perçoit. Enfin la plupart du temps c'est des malentendus. Justement le climat il est lié à la difficulté qu'on a à comprendre vraiment le message de l'autre et à décrypter et à savoir quand quelqu'un dit quelque chose, si c'est vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière en fait, les codes. Et puis il y avait aussi peut-être pour les enfants, au niveau du collège, mais même bien avant, de les éduquer à des moyens de se détendre, de se relaxer. Donc effectivement, c'est très à la mode, mais enfin, d'être dans la méditation pleine conscience ou faire comprendre aux enfants qu'il y a des moyens, justement, et pas que les enfants, mais d'être en lien avec ses émotions et d'être capable de les ressentir et d'être au plus juste avec, justement, aussi le message de l'autre. Et en fait, tout ça, on n'est pas… L'éducation aujourd'hui, on ne leur donne pas les clés pour déjà que les enfants ils sachent comment ils se situent quand ils ressentent des choses, comment les exprimer. Et en fait,
et mettre des mots sur justement le ressenti, qui peut être un ressenti corporel, et etc. Donc en fait, c'est savoir si ça, comment on peut l'introduire au niveau des collèges ou même bien avant, mais là on est sur le collège, donc c'est pour ça que j'en parle au niveau du collège, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de difficultés que peuvent avoir les enfants justement en termes d'expression parce que justement ils n'arrivent pas à être sur la même longueur d'onde et à se mettre au niveau de l'autre, enfin voilà, et à capter tout ce qui est du domaine assez enfin, subtil. Voilà, je ne sais pas s'il y a moyen de permettre aux enfants justement de gagner en épanouissement grâce à ça. À une parole plus bienveillante et justement le système, le problème c'est que justement après il faut repenser le système parce que je veux dire tant qu'on est dans un système où il s'agit d'évaluer des performances et qu'il y a toujours cette course à la performance et au jugement et à la notation, donc on n'est pas du tout forcément dans l'écoute et les compétences que chacun peut avoir, donc voilà, de toute façon c'est un monde, donc c'est vrai que c'est une révolution, mais déjà peut-être d'introduire des moyens qui permettent aux enfants en tout cas d'être mieux dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent. Des outils à eux qui peuvent s'approprier. Après, ils feront la révolution quand ça sera le moment pour eux. Oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose à construire là-dessus. Et moi, c'était en vie de classe. Mes professeurs principaux avaient justement fait un atelier là-dessus sur la communication. Mais que ce soit quelque chose qu'on puisse donner à tous les profs principaux pour qu'ils puissent au moins le faire avec leur classe, ce serait quelque chose de bien de faire quelque chose de général. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui le iPhone de Saint-Antoine, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom. Stéphanie, voilà. Et Stéphanie, après Marc. Après Marc. Non, Stéphanie, et après Marc, il a pris sa main. J'ai trouvé la dernière intervention, je ne me souviens pas du prénom de la personne. Michel. L'intervention de Michel très intéressante et j'ai entendu parler de formation sur... Moi, j'ai moi-même découvert il y a un an une formation, enfin pas tout à fait un an, formation sur la pleine conscience et l'intérêt de commencer par apprendre à se connaître soi-même pour identifier ses propres besoins. Et si déjà on apprend à être bien avec soi-même, on peut ensuite être mieux avec les autres. Mais si déjà on ne sait pas comment on fonctionne soi-même, en fait, c'est plus facilement source de conflits parce qu'il y a des malentendus. Et j'ai entendu, donc je ne sais pas où ça en est, mais que des formations dans ce style-là vont être amenées à entrer dans l'école à partir de la maternelle. Mais je ne sais pas exactement le détail. Voilà, j'ai entendu ça vaguement. Donc, mais effectivement, ça me semble très important. Voilà, déjà, connais-toi toi-même, apprendre à vraiment se connaître. Et dans ce genre de formation, il y a aussi de la relaxation. Enfin, il y a plein de techniques. C'est un milieu très riche. Et après, chacun, je pense, en fonction de sa personnalité, on est plus ou moins attiré par des techniques, mais c'est une boîte à outils. Et justement, ce qu'un de ces formateurs disait, c'est qu'à l'école, on nous apprend énormément de choses sur plein d'autres personnes, mais en fait, on n'apprend pas à se connaître soi-même, alors que ça devrait être la base, et c'est beaucoup plus dans la culture asiatique que dans la culture occidentale. Et je pense que ça va bouger, mais effectivement, c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Tout à fait. Je passe la parole à Marc, puis à Michel, et après on changera de sujet parce que l'heure tourne. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui vient de se dire, c'est au niveau du collège, un endroit où les jeunes sont encore beaucoup sur l'influence de l'autorité de l'adulte en général, sur la recherche sans cesse de l'adulte pour régler ses conflits. Le travail qu'il y a à faire, et par exemple, l'action, alors je ne vends pas les actions en Ligue de l'enseignement, mais je trouve que c'est un bel exemple. Les actions qu'on peut mener autour de la médiation par les pairs, c'est vraiment l'objectif recherché. C'est de faire comprendre à des jeunes que depuis tout petit,
finalement, ils attendent toujours que l'adulte finisse par régler le problème pour eux. Et que les gros conflits qui peuvent naître dans les collèges naissent souvent de tout petits faits au départ. C'est-à-dire, je te bouscule dans le couloir quand on est rangé parce que ça m'amuse, c'est ma manière de rentrer en contact. En plus, il y a les premières relations importantes, filles-garçons, etc., qui se jouent au niveau du collège. C'est je vais t'emprunter ta gomme parce que tu as une belle gomme et que j'ai envie de l'avoir et je ne vais pas te demander parce que je pars du principe que c'est normal que tu me la prêtes. Enfin, il y a tous ces faits qui fait que finalement, on change un peu la règle du collège et que ça va dans le sens de ce que Stéphanie disait juste avant. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut absolument permettre à ces jeunes de se rendre compte que d'eux-mêmes, dès qu'ils font ils ont un geste ou un fait par rapport à quelqu'un d'autre, ils interagissent et finalement, il y a une action qui se passe, qui peut être pour eux quelque chose de drôle, je bouscule, ça m'amuse, mais finalement, ça peut être une agression pour l'autre. Donc, il y a tout un travail à faire sur soi, d'apprendre ce que ça me fait, les sentiments, tout ce qui est conflit et sentiments. Et par exemple, ce projet de la médiation par les pairs, c'est vraiment l'idée, c'est former des médiateurs qui, comme on n'est pas dans une société où on a appris aux enfants à régler les soucis par eux-mêmes, c'est leur mettre un médiateur entre les deux qui ne va pas faire le super-héros et qui va aider les deux camarades à trouver une solution, mais c'est plutôt d'amener ce médiateur, à les amener à discuter et finalement qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui peuvent se régler par eux-mêmes sans avoir besoin de l'intervention d'un adulte. Et je pense que le collège de demain, c'est aussi rendre plus responsables les enfants dans le climat scolaire parce que, voilà, moi, quand je pose la question à des collégiens de 5e, ils ont l'impression que les enseignants, ils sont faits pour régler leurs conflits, pour leur apprendre des choses, mais aussi pour régler leurs conflits, et que les CPE, par exemple, leur rôle, ce n'est que d'être des policiers, c'est des policiers du collège. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont là pour accompagner des dynamiques de projet, ce qui devrait être le cas au collège, ils sont plutôt là pour prendre les carnets avec les surveillants et sanctionner et être là-dedans. Donc, il y a tout ce travail-là qu'il faut absolument réussir à faire avancer dans les établissements scolaires et ça passe déjà par un lâcher-prise de la part des enseignants et moi je dis souvent des adultes de l'établissement dans le degré de conflit qu'il peut y avoir et sur leur intervention ou pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment amener les jeunes à être plus responsables. Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Du coup, je laisse pour conclure sur ce sujet-là Michel qui a la main levée. Oui, je suis d'accord pour dire que il faut amener les enfants à s'autonomiser. Donc, c'est vrai que ce que j'entends par la communication non violente, c'est que ce sont justement effectivement, ce que disait Sigismond, c'était par l'intermédiaire des profs principaux, il pourrait très bien y avoir des ateliers qui soient, comment dire, faits, menés par des sophrologues ou par des personnes qui sont formées à la communication non violente pour permettre justement d'acquérir une autre façon de dialoguer et de comprendre ce qui se cache derrière justement la manière de communiquer qu'a son voisin, disons, en partant de soi, de savoir justement qu'est-ce que l'autre il me fait, qu'est-ce que je reçois comme émotion, et du coup, effectivement, comment je réponds à ce ressenti et tout ça. Mais donc, c'est de l'éducation, en fait. C'est les éduquer vraiment au niveau de ce qu'ils ressentent pour gagner en autonomie et pas se sentir forcément agressé. Derrière l'agression, c'est sentir qu'il y a quelque chose. Il y a effectivement un besoin de rentrer en communication. Et c'est vrai qu'en fait, on n'est pas du tout formé et éduqué de cette manière-là aujourd'hui chez nous, en règle générale. Donc, c'est vrai que c'est permettre aux enfants en fait, d'acquérir des outils qui leur permettent de voir qu'on peut justement échanger sans se rentrer dans l'art et puis qu'à chaque fois que le comportement
comportement de l'autre, il peut être décrypté par les propres ressentis, enfin, qu'on a nous-mêmes, en fait, se mettre je vais dire, en miroir, en fait. L'autre est un miroir et nous sommes les miroirs de l'autre. Donc, tout ça, ça leur permettrait certainement, justement, de ne pas avoir forcément recours. Enfin, peut-être que dans un premier temps, il faut un médiateur, un intermédiaire, quelqu'un qui temporise, mais pas forcément. En tout cas, ça apporte la possibilité d'autonomiser les jeunes. Oui. Saisissement, est-ce que je peux... Saisissement. Oui, oui, vas-y rapidement, oui. Voilà. Alors, donc, vous avez vu, c'est vraiment une question de vivre ensemble. Hein. Comment faire en sorte que nos collèges, nos établissements scolaires soient des lieux de vie dignes de ce nom. Moi, j'aime bien deux citations. Hein. J'ai longtemps travaillé pour une école internationale, l'école des Roches. L'ancien PDG avait comme devise « être armé pour la vie ». Et une citation d'Albert Jacquard, quand on l'avait invité à Dreux, au lycée Édouard Branly, il avait commencé sa conférence en disant « Ici, on apprend l'art de la rencontre ». Je pense que c'est ça qui manque un petit peu à nos jeunes. Il faut absolument qu'on mette l'accent sur le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, revivre ensemble, notamment après le confinement. Merci beaucoup. Et donc, Cécile qui fait le commentaire, il y a aussi toutes les expressions artistiques et le sport qui peuvent aussi être très riches. Et le thème d'après, c'est quoi justement? C'est développer le capital culturel et artistique de chaque jeune. Donc, ça tombe bien. Ça s'enchaînait bien. Désolée, j'avais pas le truc, mais ça s'enchaînait forcément. Ça s'enchaîne parfaitement. Alors, Bravo. Justement, là, on va aborder dans le collège de demain. Qu'est-ce qu'on veut pour cet aspect culturel, pour cet aspect artistique, surtout que là, les élus vont avoir le défi de relancer la culture après la crise sanitaire. Et en fait, il y a aussi les jeunes de renouer avec la culture parce que ces jeunes qui vont arriver au collège, normalement, le collège, c'est l'âge où on commence à aller au cinéma tout seul, tout ça et tout. C'est l'âge où finalement, on commence à s'approprier notre culture. Et donc, comment dans les collèges, on va réussir à porter cette culture de par peut-être les ateliers théâtre, les choses comme ça, les voyages scolaires aussi. Donc, il y a plein de pistes à étudier. Donc, je vous écoute sur l'aspect culturel et artistique dans le collège de demain. Si vous voulez intervenir. Oui, Hélène. Le micro. Pardon. Je voudrais juste réagir à l'âge où on va au cinéma tout seul, etc. Pour les enfants qui vivent à Voves, par exemple, c'est pas un âge où on va au cinéma tout seul parce qu'il n'y a pas de cinéma et Oui. qu'il n'y a pas de transport accessible et qu'il y a une toute petite bibliothèque qui est grande comme ma cuisine et que la culture, c'est vraiment quelque chose qui est très, très éloigné pour eux. Il y a des enfants, alors en collège, je ne sais pas, mais je sais que en primaire, quand on interroge les élèves, certains n'ont jamais mis les pieds à Chartres. Donc voilà, ce n'est pas la même problématique que pour un Chartrain. Oui, ça je comprends tout à fait. C'est vrai que en disant ça, j'avais un petit peu oublié cet aspect-là, qui est aussi l'accessibilité tout simplement à la culture, en fait, qui est primordiale pour ces collégiens qui n'ont pas forcément la chance. Que n'ont pas forcément la chance d'habiter à côté de ces lieux culturels. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, je ne sais pas actuellement, mais jadis, il y avait quand même beaucoup d'actions qui se passaient au niveau du département et de la région centre, même, tous les départements. Il y a eu pendant plus de 10 ans la Biennale des arts plastiques qui rassemblait de la maternelle à la terminale tous les élèves sur un thème, donc c'était tous les 2 ans, et il y avait un thème tous les 2 ans, et tout le monde travaillait sur ce thème, et il y avait des grandes expos, des grandes manifestations, c'était sur tous les plans, il y avait aussi du théâtre, il y avait plein de choses qui se passaient dans des lieux extérieurs aux établissements scolaires. Chaque ville avait un ou plusieurs lieux qui étaient dédiés pendant au moins une semaine
à une période, je ne sais plus à quelle époque ça se passait, c'était au dernier trimestre, je ne me souviens plus exactement. Pour avoir géré ça sur le département, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, de très fort, et qui rassemblait justement sur un thème. Et c'était aussi le vivre ensemble qui apparaissait de cette façon-là. Donc, pourquoi? Bon, c'est vrai qu'il y avait un budget à l'époque, un budget de l'éducation nationale, mais il y avait aussi des partenaires qui, eux, prêtaient des lieux et qui apportaient aussi, à certains moments, des budgets. Donc, bon, il fallait démarcher. On était un certain nombre, justement, on le faisait bénévolement. Malheureusement, on n'a pas été payé, donc au bout de 10 ans, on a dit, bon, ça suffit. Mais on démarchait un petit peu toutes les instances. Il y a eu une époque où c'était à la SNCF qui nous avait prêté des gares avec des wagons pour faire des manifestations et des expositions. Il y a eu plein de choses de faites. Donc, c'est un peu dommage que tout ça n'existe plus pour des raisons budgétaires principalement, parce qu'il n'y a plus d'heures qui sont promises pour les enseignants qui s'investissent. Il n'y a plus de budget non plus, de la même façon que tous les projets justement d'établissement. On disait tout à l'heure que dans tous ces projets, le budget, c'est peanuts. À l'éducation nationale, il y a eu des budgets. Pour avoir fait partie des commissions qui attribuaient les budgets aux établissements, je sais de quoi ils retournent. Il y avait un budget global pour le département et on devait, en fonction de ce qui était proposé par chaque établissement, attribuer telle somme ou refuser. Et en général, chaque année, il y avait un thème qui était retenu. Il y avait une priorité sur tel ou tel sujet et tous les établissements qui avaient compris que ce sujet-là pouvait rapporter, tout cela avait un budget. Donc, maintenant, je ne sais absolument pas où ça en est, parce qu'il y a plus de 10 ans de ça. Maintenant, je ne sais pas si à l'inspection académique, ils ont encore de l'argent pour tous ces projets. Mais d'un autre côté, pareil, on faisait des ateliers dans l'établissement avec les élèves volontaires de toutes les classes, c'est-à-dire qu'on rassemblait pendant une heure hors scolaire, on rassemblait des élèves volontaires sur un projet de toutes les classes. Tout était mélangé, de la 6e à la 3e. C'était aussi un moyen de faire quelque chose qui n'était pas noté, qui était simplement valorisant pour chacun, où chacun pouvait s'exprimer. Et c'était aussi un lieu d'échange. Et souvent, on faisait un peu un travail de psy aussi, parce que chaque élève, il y avait certains qui avaient des problèmes, et chacun essayait de discuter. Toi, ton problème, qu'est-ce que ça peut être? Comment on pourrait gérer ça autrement? Il y a eu des élèves qui avaient de gros problèmes par rapport à d'autres, qui étaient mal perçus, mal intégrés dans leur classe, qui se sentaient mal dans leur peau et qui s'épanouissaient complètement dans ce genre de structure. Donc, comment on pourrait remettre sur pied ce genre de choses? Au niveau du département, peut-être qu'il pourrait y avoir justement des propositions, pas forcément de budget, mais tout au moins, il y avait les intervenants extérieurs aussi. Hein. Moi, j'ai fait des interventions aussi dans d'autres collèges, j'en ai même fait dans des écoles à l'étranger, c'est toujours intéressant ça. Oui. Des artistes extérieurs qui viennent, mais bon, en général, ils ne viennent pas pour rien. C'est vrai que c'est une bonne proposition à étudier, de faire un événement décloisonné entre les collèges qui pourrait être autour de la culture, ça pourrait être super intéressant. Je passe la parole à Dominique qui avait ensuite. Oui, les artistes, ça mange aussi, effectivement, comme tout le monde, Isabelle. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi, Isabelle. Pourquoi il y a plusieurs domaines artistiques qui ont été littéralement abandonnés? Je veux parler notamment des arts plastiques, Isabelle, puisque c'est ton domaine. Il existait il y a un certain temps le 1% artistique,
qui a été mis en place il y a très longtemps et que personne ne réclame, qui a pourtant fait ses preuves, qui obligeait les collectivités à consacrer 1% de leur budget de la construction avec un certain plafond quand même. Rénovation aussi. Hein. Comment? Rénovation aussi. Puisque Oui. à Mathurin-Régnier, la rénovation, ça a été ce fameux vitrail du CDI. Parce qu'il y a eu une nouvelle partie du collège qui a été construite. Voilà. Donc, pourquoi on a abandonné ces dispositifs-là? Comment que ça se fait que c'est tombé dans les oubliettes? Que ça continue quand même à perdurer pour d'autres établissements publics, les hôpitaux, les mairies, tout ça s'en occupe. Mais à la base, c'était pour aussi les établissements scolaires. Il y en a eu dans le département, moi j'en ai connu. Il n'y en a plus maintenant, ça j'en suis sûre. Je pense aussi notamment à la musique. Il y a une attente. Je crois que les enseignants attendent beaucoup du partenariat extérieur avec la musique. On n'arrive pas à les contenter. Il y a eu, il y a quelques années encore, beaucoup d'actions au niveau du cinéma. Il n'y en a plus. Alors, je pose la question, pourquoi il n'y en a pas? Et pourtant, on sait bien que tout ça, tous les artistes continuent à exister. On sait bien qu'il y a des leviers importants qui sont par exemple les résidences d'artistes. Pourquoi on les fait plus? Pourquoi on les met plus en chantier, ces résidences d'artistes? On se doute bien que c'est un problème de budget. Mais le budget, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être conçu notamment à l'échelle de la communauté de communes, où là, il y a plus de moyens, beaucoup plus que dans les communes, en tout cas, parce qu'on sait leur efficacité, parce qu'on sait qu'on va tricoter au plus près avec les acteurs et qu'à partir de ce moment-là, chaque jeune, à chaque cycle de sa scolarité, pourront croiser un artiste, un comédien, et que c'est la meilleure façon de faire un citoyen. On est tous d'accord par rapport à ça. Voilà. Tout à fait. On va écouter, il me semble que c'était Michel, puis ensuite Marc, et après nous passerons au dernier sujet car nous sommes déjà à 1h30 de débat. Ça passe vite. Donc Michel, on t'écoute. Oui, merci. Moi, je me souvenais, je ne sais pas si tu te rappelles Dominique, quand on était au conseil d'administration du collège, il y a eu un moment où justement le théâtre, il a failli sauter. Et en fait, parce qu'il n'y avait plus d'heures, enfin, il n'y avait pas donc justement de quoi financer avec les heures, etc. Comme d'habitude. Et en fait, c'était par l'intermédiaire d'un des bouquins qui paraît du conseil régional, du conseil départemental, que j'étais tombée sur l'info comme quoi il y avait des subventions qui existaient pour ça. Et en fait, mais c'est vrai que même les collèges, l'info ne remonte pas forcément jusqu'au collège, entre le département, ce qui existe, et en fait le fait qu'ils puissent en bénéficier. Et je sais qu'en fait on avait fait appel à cette ressource-là, et c'est comme ça que tes ateliers, ils avaient pu être maintenus, parce que justement, il y avait bien une enveloppe qui existait, mais en fait, le collège, il n'en avait pas connaissance. Donc, le problème, c'est ça, c'est que si en plus, il y a de l'argent quelque part, mais que de toute façon, les personnes qui pourraient en avoir besoin, ils ne sont pas au courant, je veux dire, ben voilà, hein, l'argent, il reste où il est, quoi. Donc, ça a été vécu. Je m'en rappelle. Donc, c'est vrai que c'est incroyable, le fait qu'en fait, on peut avoir des moyens, on peut récupérer, mais en fait, qu'on n'en a pas de connaissance au niveau du collège. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir permettre, parce que c'est vrai, de faire accéder les enfants à la culture qui vient de l'extérieur, et des artistes, c'est bien, mais c'est aussi de leur permettre à eux de vivre l'expression artistique au sein du collège. Donc, avec des arts plastiques ou du théâtre ou des moyens comme ça qui soient plus accessibles, en fait, et pas forcément, voilà, les démocratiser, puis sentir qu'ils peuvent y aller sans être jugés, etc. Et c'est pas forcément non plus facile, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se disent que c'est pas pour eux, ou qui vont avoir une réticence à aller à l'atelier de théâtre ou à aller faire une fresque, je veux dire, pour un projet X ou Y. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi qui n'est pas évident.
c'est juste moi, c'est juste à 21h30, normalement, il va couper. Alors, je ne sais pas si ça coupe, vous reconnectez à nouveau. D'accord, pas de souci. Alors, oui, parce que... Oui, du coup, c'est vrai qu'il y a tout l'enjeu de la démocratisation aussi de la culture qui rentre dans cette thématique, tout à fait. Du coup, Marc, pour terminer sur ce sujet-là, avant que je passe la main à Jordan pour le dernier sujet. Oui, là, moi, je pense qu'il y a un enjeu conseil départemental, éducation nationale à prendre en compte. C'est-à-dire que je pense que c'est couper le lien entre les deux. C'est-à-dire que ça fonctionne très, très mal dans les relations, le développement des projets, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, quand il y en a un qui met 3 sous, l'autre, il va mettre 2 sous. Et là, quand vous parlez de culture, je rejoins tout à fait Dominique qui disait tout à l'heure, il faut que les gens dans la culture, ils vivent. Et pour vivre, il faut qu'il y ait un certain moment un engagement commun des différents partenaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le retrouve quand même un petit peu dans le sport. Le sport, on arrive à avoir des classes sport, etc., plus facilement. Il y a un accompagnement plus important et je pense qu'il y a un positionnement de l'éducation nationale plus fort là-dessus en ce moment. Pour la culture, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, une des messages forts à porter, c'est la volonté de rapprocher le conseil départemental auprès de l'éducation nationale pour travailler conjointement sur ces besoins d'accompagnement du collège aujourd'hui et surtout des élèves derrière et des familles. Par le biais des conventions. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais, Marc, que pour ceux qui pensent que l'éducation coûte cher, comme disait Abraham Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Donc, ce n'est même pas une question de moyens, c'est une question d'orientation, de budget. Quelle politique on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment avoir des jeunes formés, bien formés, avec un esprit critique? Et la culture permet d'avoir cet esprit critique, ou alors on veut des moutons qui suivent comme des moutons de panurge. Ça, c'est une autre question. Ouais, juste pour compléter ce que tu dis, Mohamed, il y a aussi aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de nos responsables politiques de droite du département, le fait de dire, ça fait partie des genres de choses que si les gens ils veulent, ils payent et ils se débrouillent pour trouver. Et il n'y a pas cette volonté quand même de donner la culture et le sport à tous. Quand vous voyez le peu d'efforts que fait maintenant le conseil départemental auprès des associations, auprès des clubs sportifs, auprès de la culture, c'est bien de rénover le château de Maintenon et d'endetter le département pour les 150 ans à venir. À quel moment on a envie de faire la culture pour tous? Voilà, le débat, il est des deux niveaux. Je suis d'accord avec toi, c'est mieux d'avoir des moutons, mais c'est en plus bien de crier, de claironner très fort qu'on n'a qu'à se débrouiller à se payer sa culture et on n'a qu'à travailler, avoir de l'argent et avoir tous une situation quand ces mêmes personnes ne font rien pour donner des situations. Et je coupe, parce que là, c'est très engagé. Très bien. Il nous reste un dernier axe du coup à traiter pour imaginer ce collège de demain, un dernier axe de réflexion autour de l'accompagnement des jeunes dans leur préparation à leur projet. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces jeunes qui sont au collège et qui sont en fin de collège et qui doivent être amenés ensuite à être dirigés vers différents types de lycées, que ce soit des lycées généraux, technologiques ou encore professionnels. Et ensuite, autour de ce projet, est-ce que pour le construire au mieux, on revient à cette co-éducation dont on parlait au tout début sur comment est-ce qu'on pourrait lier d'autres organisations du type associations, entreprises, organisations, pour que les collégiens soient le mieux informés possible et le mieux accompagnés possible dans leur projet et donc qu'ils puissent choisir des voies qui les satisfassent le plus. Donc, je vous laisse faire vos remarques et apporter du coup ce que vous voulez là-dessus. Et donc, je pense que Hélène a levé la main. J'oublie toujours le micro, pardon. Justement, là, en fin de collège, les enfants ont des stages à faire, qu'ils appellent stages de découverte des métiers. Mais encore une fois, quand on est à la campagne, qu'on n'a pas de moyens de transport, qu'on n'a pas des parents qui ont un réseau de relations, eh ben, les stages de soi-disant découverte de métiers, on les fait dans des endroits qui ne leur donnent vraiment pas envie. Et encore quand ils trouvent des endroits pour le faire. Alors, mon petit-fils qui est en 3e, par exemple, l'a fait à la cantine scolaire. C'est très bien, mais c'était de l'occupationnel, point barre. À aucun moment,
on ne peut leur proposer réellement des vrais choix sur des métiers, sur des projets de vie. Et à côté de ça, il y a plein de métiers qui existent dont ils n'entendent absolument jamais parler. Jamais. Voilà. Alors, en effet, ça amène l'idée de est-ce que on est tous égaux pour trouver ce stage? Est-ce que selon qu'on habite dans un milieu rural ou urbain, selon notre capital social aussi, je crois qu'il y avait Isabelle qui voulait faire une remarque. Oui, bon, les stages, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on sait que malheureusement, là, c'est vraiment très inégal. Que ceux qui ne trouvent pas, les profs le retrouvent et ce n'est pas toujours ce qui est. C'est un désespoir de cause et ce n'est pas forcément ce qui les intéresse. Non, par contre, il y a eu des expériences, ça se fait encore, qui étaient très intéressantes. C'était des parents tous les parents volontaires et d'autres même qui n'étaient pas forcément des parents, qui étaient invités pendant une journée au collège pour venir échanger avec les collégiens sur leur métier, justement, où ils pouvaient poser des questions et ils présentaient leur métier et les collégiens pouvaient poser des questions. Donc ça, c'est des initiatives qui peuvent se faire encore. Et donc là, on voit bien cette coéducation en faisant entrer les parents à l'école. Dominique? Oui, moi je crois que, oui, Isabelle, tu te trompes d'ailleurs. On en revient toujours à la même problématique. Il faut créer des espaces et il faut que cet espace ce soit un vrai lieu de vie ouvert, une ruche où les jeunes puissent trouver des moments différents de l'enseignement traditionnel pour travailler leur autonomie et puis avec des adultes bienveillants. Voilà, j'en démords pas. Je pense qu'il faut absolument signer des conventions avec des gens, des associations dont c'est le métier qui pourraient aider le partage de la parole parce que c'est pas donné à tout le monde de partager la parole. Très bien, merci. Estelle? Oui, il peut y avoir aussi des partenariats qui se montent. Je vais peut-être mettre ma caméra. Avec les chambres des métiers, les CCI, ceux qui sont quand même des acteurs économiques assez importants sur le territoire, mais qui, somme toute, s'investissent peu dans les établissements scolaires en général. On retrouve la même chose au lycée. Bon, voilà. Donc, je me disais que ça pourrait être une piste. Et alors là, je fais un lien plutôt entre les compétences. L'information métier a été confiée à la région. Et je pense de travailler davantage avec la région, justement, sur comment, en ce moment, il y a un appel à projet un projet sur Je filme mon métier. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, on a divers organismes, en tout cas publics, qui, je ne sais pas pourquoi, ne s'investissent pas spécialement dans des partenariats avec les collèges, les lycées. Voilà, ça pourrait être intéressant. Ça n'est pas que, effectivement, pour les lycées professionnels, ça peut donner des ouvertures aussi pour des stages, aussi pour découvrir des belles choses. Alors justement, ce dispositif ou ce programme Je filme mon métier, je pense que c'est ce dont vous parlez, Michel. Il manque le son. Le micro. Ça s'appelait comme ça s'appelait jusqu'à l'année dernière, pour moi, Je filme le métier qui me plaît, ou la formation, etc. Je sais que j'étais réceptionnaire de cette chose-là et je l'ai fait passer, moi, entre autres, à l'organisme au niveau de Dreux, qui s'occupe justement de récupérer les enfants qui sont entre 16 et 25 pour les reformer, leur proposer justement d'avoir accès à des métiers, etc.
ils ont récupéré, en tout cas, cette info parce que c'est vraiment du clé en main. C'est un programme, c'est national. En tout cas, à l'époque, il était national et ça permettait vraiment, ils fournissaient tout à l'établissement qu'ils souhaitaient. Ils fournissaient les caméras, etc. Enfin, un certain nombre d'outils qui permettaient aux enfants, justement aux élèves, d'aller découvrir justement et de filmer des métiers qu'ils pouvaient connaître ou pas, mais pour justement, après, il y a un prix, etc. Et ça, c'était au niveau national. Et aujourd'hui, enfin, j'ai reçu un nouveau truc que j'ai mis à la benne, ça a changé parce que c'était plus dédié, du coup, pour qu'il y ait une diffusion sur le net, mais c'était le même principe, c'était de proposer encore justement une ouverture sur les métiers en général. Et ça, c'était dédié justement à la jeunesse, qu'elle soit à différents niveaux, que ce soit collège, lycée ou même après dans les domaines au niveau apprentissage, où là c'était, je me rappelle plus, j'ai perdu le nom, la mission locale, voilà, disons des différents organismes en tout cas qui sont en lien avec et qui peuvent gérer les enfants à différents âges. D'accord, merci. Je ne sais pas si Mohamed voulait parler. Avant, il y avait Dominique qui levait la main. Non, vas-y. Dominique? Oui, pardon, moi maintenant, Dominique, c'est oui. juste parce que là, d'un seul coup, je réalise qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est essentiel et qui rejoint finalement notre problématique de là, maintenant, c'est la rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment qu'on n'a plus d'espace de rencontre, on ne se rencontre plus, et il n'y a plus, les lycéens, les collégiens, pardon, lycéens probablement, je ne sais pas, en tout cas je connais mieux les collégiens, ne se rencontrent plus. Il existait avant des rencontres de collège à collège, et c'est pareil en ce qui concerne le primaire, je ne sais plus si ça existe, mais je pense qu'on n'a plus d'espace de rencontre avec le monde extérieur. Voilà. Oui, alors je voulais prendre la parole sur que l'institution, c'est-à-dire le conseil départemental, peut organiser des forums des métiers. Ça, il peut vraiment le faire. Et je pense que les forums de métiers, c'est ce qui permettrait aux jeunes de découvrir les métiers. Si c'est par exemple, si c'est une question de moyens, on organise un forum de métiers qu'on ouvre à tous les collèges de département pour vraiment que ça soit, entre parenthèses, moins cher. C'est vraiment une question d'argent. Et aussi encourager toutes les transitions interdegrés qui se font, que ce soit primaire, collège ou bien collège, lycée. Ça, c'est important. Cela, il est très important. Ça permet un petit peu, ça aide à l'orientation des jeunes, découvrir un petit peu les formations qu'il y a. Ça se fait déjà, mais accompagner un petit peu ce qui se fait de manière cohérente à l'échelle du département. Ok, merci. Marc voulait prendre la parole? Oui, juste pour dire que pour aller dans l'idée de Mohamed, moi je pense qu'il faut fonctionner par secteur. C'est-à-dire que vous disiez à la campagne c'est difficile, mais moi je peux vous dire pour intervenir dans des établissements comme Vernouillet ou Dreux, un jeune Drouais n'a pas envie de sortir de Dreux et va aller faire, même s'il a des moyens de découvrir des métiers bien plus intéressants, il va avoir tendance, c'est très cliché ce que je vais faire, mais c'est quand même très très vrai, à aller travailler dans le kebab du bas de son immeuble ou dans le garage du village, donc enfin même pas du village, de la ville, parce qu'il y a son cousin qui y travaille, etc. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a accompagné l'État qui avait eu une idée, c'était d'ouvrir les stages de troisième au service de l'État. Ça ne se faisait pas, c'est-à-dire que les services de l'État ne recevaient pas spécialement des jeunes en troisième, ils recevaient plutôt des jeunes en stage, mais de classe supérieure. Et donc, il y a 2-3 ans, il y a eu ce projet de l'État, et il faut savoir qu'il n'ouvrait les services de l'État qu'aux jeunes qui étaient en REP+, c'est-à-dire en gros, c'était les établissements de Dreux.
eh ben, la plupart des services de l'État en Eure-et-Loire sont à Chartres. Donc, il a été mis en place toute une stratégie pour emmener des jeunes à Chartres pour découvrir les métiers voilà, en jeunesse et sport, comment dire, en archéologie, en préfecture même, etc. Et il faut savoir qu'il y avait 80 postes, et sur les 80 postes, il n'y en a eu que chaque année, allez, s'il y en avait 15 d'utilisés, c'était très bien. Et c'était énorme. Pour vous dire à un certain moment que l'idée plutôt de créer des espaces, des forums qui puissent, où on emmène des métiers différents, des savoir-faire différents dans des nouveaux domaines, le développement durable, le numérique, tout ça, plutôt par secteur pour permettre de faciliter la venue des établissements, parce que le grand forum, par exemple, des métiers pour les étudiants, voilà, c'est la récréation. Ils y vont, ils sont là-dedans, il y a des stands partout, ils n'ont pas le temps enfin, ils vont aller voir 3 stands, mais ils ne vont pas faire plus, et ils se retrouvent entre potes. Donc, je pense qu'il faut lancer toute une dynamique et faire des forums participatifs, et ça, je suis d'accord avec vous, le département pourrait tout à fait aider à monter, et ça sera moins compliqué de le monter aux 4 coins du département et faire déplacer les collèges sur éventuellement 2-3 jours que de finalement organiser des transports dans une grande salle qui fait qu'à un certain moment, il y a beaucoup moins de jeunes qui se sentent concernés parce que ce n'est pas assez personnalisé quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans. Voilà, tu as peut-être des idées de ce que tu as envie de faire plus tard, mais tu n'es pas en capacité encore de te projeter jusque-là, quoi. C'est compliqué. Voilà. Donc, je rejoins l'idée de Mohamed. Moi, je la trouve très, très bonne sur le fait là-dessus. Et après, je voudrais quand même dire que beaucoup de collèges travaillent sur cette idée de découverte de métiers. Voilà. Donc, ça peut se faire aussi au niveau des collèges en donnant peut-être un réseau de métiers à découvrir avec des contacts qui pourraient aider les collèges qui arrivent moins à le faire parce qu'ils n'ont pas le temps à s'en occuper. Très bien, merci. Et je lis parce que je ne sais pas si tout le monde le voit. Michel complétait en disant que les élèves étaient très connectés et que l'outil audiovisuel lui semblait une piste aussi à creuser via les réseaux sociaux, YouTube, leur manière de parler, etc. Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention ou si on s'en arrête là. Il est 21h45, ça fait 1h45 de débat. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole à Dominique et à Mohamed si vous voulez conclure et dire un petit mot. Tout à fait. Dominique, vas-y. Bah, du travail, hein. Tout à fait. Voilà, c'est mon juste mot. Voilà, moi, mon mot, en fait, j'ai remarqué qu'on a tourné autour du climat scolaire. Je vais le mettre en grand pour qu'on voit vraiment, c'est le nœud. Le nœud, c'est ça. C'est vraiment le climat scolaire. Comment améliorer le climat scolaire? Comment faire en sorte que les jeunes aillent à l'école en étant heureux? Comment travailler le bien-être des élèves? C'est très important. C'est ça. C'est vraiment, si on veut faire en sorte qu'il y ait un bon collège de demain, avec notre double problématique, quels enfants laisserons-nous pour la République et quelle République laisserons-nous pour nos enfants? Il faut qu'on travaille ce climat scolaire. Et le climat scolaire, il résume toutes les problématiques que nous avons évoquées. Ça, c'est un grand merci pour ces et favoriser les partenariats. Pour vous, qui est très, très utile et très de qualité. Voilà, merci. Tout à fait, scolaire, il résume ça. Vous m'entendez? Oui.